bruit du verre en cristal se brisant sur le sol en marbre fut bruyant, mais le silence qui suivit fut assourdissant. À l'intérieur de l'Obsidian, le restaurant le plus exclusif de New York, 50 des personnes les plus riches de la ville retinrent leur souffle. Julian Thorne, un homme dont la fortune s'élevait à 6 milliards de dollars et connu pour détruire des entreprises avant le petit déjeuner, venait de crier sur une serveuse de 23 ans. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle pleure. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle s'enfuit. Au lieu de cela, Sonny Van Ness se pencha au-dessus de la table, regarda le milliardaire droit dans les yeux et murmura 7 mots qui changèrent toute la trajectoire de Wall Street. « Crie encore une fois sur moi et tout s'arrête là ». Ce que Julian fit ensuite ne choqua pas seulement la salle, cela les effraya. Vous ne croirez pas comment cette soirée s'est terminée. La pluie sur Manhattan ce mardi-là était impitoyable, tambourinant contre les fenêtres sombres allant du sol au plafond de l'Obsidian. À l'intérieur, l'air sentait l'huile de truffe, l'acajou vieilli et la peur. Sonny Van Ness ajusta le col de son uniforme noir. Ses jambes la lançaient, c'était sa 2e double vacation d'affilée. Le loyer de son minuscule appartement dans le Queens devait être payé dans 3 jours. Elle était épuisée, mais son visage restait un masque de parfaite indifférence professionnelle. « Il faut servir le pinot à la table numéro 1. Et sois prudente, siffla le maître d'hôtel, un homme nerveux nommé Charles, en passant près d'elle. Monsieur Thorne n'est pas d'humeur. Sonny n'avait pas besoin d'avertissement. Tout le monde en ville savait qui était Julian Thorne. À 32 ans, il était le PDG de Thorne Capital, une société de capital investissement qui rachetait des entreprises en difficulté, les démantelait et les revendait avec un énorme profit. Il était beau d'une beauté effrayante et anguleuse, cheveux sombres, yeux gris semblables à des nuages d'orage et une mâchoire capable de couper du verre. Mais ce soir, il ressemblait à un homme au bord de l'explosion. Il était assis avec 2 autres hommes. L'un était son avocat, un homme en sueur nommé Peter. L'autre était Marcus Sterling, le principal rival de Julian. Sterling était plus âgé, plus lourd, et il avait un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Sonny s'approcha de la table avec la bouteille de vin. « Je te le dis, Julian, l'évaluation est fausse, disait Sterling en s'adossant à son fauteuil en cuir. Tu achètes un navire en train de couler. La division logistique de Cancard Shipping croule sous les dettes. » Julian frappa la table de la main. Les couverts sursautèrent. « Ne me fais pas la leçon sur les dettes, Marcus. Je connais les livres de compte mieux que toi. Tu essaies de faire baisser le prix parce que tu veux récupérer les actifs pour toi. »« J'essaie de te sauver d'une erreur à 1 milliard de dollars, » ricana Sterling. Sonny s'approcha silencieusement à la droite de Julian pour verser le vin. Elle l'avait fait 1000 fois. L'inclinaison était parfaite. Mais juste au moment où elle commençait à tourner la bouteille pour attraper la goutte, Julian, dans un geste de frustration, jeta brusquement son bras. Son coude heurta violemment le poignet de Sonny. La bouteille ne tomba pas, mais du vin rouge gicla du verre sur la manchette de la chemise blanche immaculée et sur mesure de Julian. La réaction fut immédiate. Julian bondit de sa chaise, qui recula sur le sol dans un grincement sonore. « Bon sang !» rugit-il. Le son résonna contre les hauts plafonds du restaurant. Sonny recula, serrant la bouteille contre sa poitrine. « Monsieur, je... »« Regarde ça !» cria Julian. Son visage était rouge de colère. Il n'était pas seulement en colère à cause de la chemise. Il passait ses nerfs après des négociations ratées et Sonny s'avérait être une cible facile. « As-tu la moindre idée de combien coûte ce costume ? Es-tu incompétente ou simplement stupide ?» Tout le restaurant se tut. Les fourchettes se figèrent à mi-chemin des bouches, les conversations moururent. À la 4e table, un sénateur détourna nerveusement le regard. À la 7e table, un magnate de la technologie observait avec des yeux écarquillés. Charles, le maître d'hôtel, accourut, le visage blême. « Monsieur Thorne, je suis terriblement désolé. Alice, elle est nouvelle. Elle ne voulait pas... » « Je me fiche qu'elle soit nouvelle ou non, » aboya Julian, tournant ses yeux gris vers Sonny. Il la dominait de toute sa hauteur. « Je suis au milieu d'une transaction qui pourrait changer l'industrie, et je dois faire face à une serveuse maladroite qui gâche un costume à 5 000 $. Hors de ma vue. En fait, sors de ce bâtiment. » Sterling émit un petit rire moqueur. « Soirée difficile, Julian ? Tu ne peux même pas contrôler le petit personnel. » Ce rire fut le déclencheur. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Sonny. Ce n'était pas l'insulte, ni même les cris. C'était l'arrogance. La supposition que parce qu'il avait des milliards et qu'elle portait un tablier, elle n'était pas humaine. Elle pensa à son père, un homme qui avait travaillé jusqu'à la mort, brisé par des hommes comme Julian Thorne. Sonny ne recula pas. Elle ne s'excusa pas à nouveau. Elle fit un pas en avant et posa la bouteille de vin sur la table, avec un claquement résolu. Le son était faible, mais dans le silence, il résonna comme un coup de marteau. Sonny leva les yeux et croisa le regard de Julian Thorne.
Elle ne cligna pas des yeux, elle ne tressaillit pas. « Je n'ai pas renversé le vin, monsieur Thorne, dit-elle. Sa voix était basse, égale et cristalline. Vous avez heurté ma main parce que vous manquez de contrôle sur vos impulsions. Charles haleta. Sonny, pars immédiatement. Sonny l'ignora. Elle ne détachait pas son regard de Julian. Vous négociez un accord pour Cancard Shipping. Vous êtes stressé parce que monsieur Sterling est ici pour vous provoquer, et vous tombez dans le panneau. Mais vous ne passerez pas vos nerfs sur moi. Julian semblait stupéfait. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. On ne lui avait jamais parlé ainsi. Ni les membres de son conseil d'administration, ni ses ennemis. Et certainement pas une serveuse. Sonny se pencha plus près, baissant la voix jusqu'à un murmure mortel que seuls les 3 hommes à table pouvaient entendre. Criez encore une fois sur moi, et tout s'arrête là. Julian cligna des yeux. Pardon ? Ce dîner, dit Sonny. Je pars. Charles appelle la sécurité. Vous faites une scène. Et M. Sterling retourne voir ses partenaires et leur raconte que Julian Thorne est tellement instable émotionnellement qu'il a crié sur une serveuse pour une goutte de vin. D'après vous, comment cela affectera-t-il le cours de vos actions demain matin ? Le silence s'étira pendant 5 secondes atroces. Le ricanement de Sterling disparut. Il regarda Julian, attendant de voir si le milliardaire allait exploser. Julian regardait Sonny. Il regardait son uniforme bon marché, ses cheveux tirés en arrière, ses yeux fatigués dans lesquels brûlait un feu qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il y vit quelque chose. Pas de la peur, mais de l'intelligence. Lentement, la rougeur quitta le visage de Julian. Il regarda sa manchette tachée, puis de nouveau Sonny. Un étrange sourire en coin toucha ses lèvres. « Asseyez-vous, dit Julian. Sonny fronça les sourcils. « Monsieur ?» Julian désigna la chaise vide à côté de lui, la 4e chaise à la table destinée à un partenaire qui ne s'était pas présenté. « J'ai dit « asseyez-vous », répéta Julian. Sa voix était maintenant calme, contrôlée. Il regarda Charles. « Apportez-lui un verre et le menu. »« Monsieur Thorne, je... » bégaya Charles. « Faites-le, ordonna Julian. Puis il regarda de nouveau Sonny. « Vous pensez que je suis en train de perdre cette négociation ?»« Je sais que vous perdez, » répondit Sonny, restant debout. « Prouvez-le, la défia Julian. Asseyez-vous. Si vous pouvez expliquer pourquoi je perds face à Sterling, je vous donne 10 000 $ tout de suite pour payer votre loyer et ce costume. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes viré. » Sonny hésita. 10 000 $, m'en c'était 6 mois de loyer. C'était la liberté. Elle regarda Sterling qui semblait maintenant nerveux. Elle regarda Julian. Sonny tira la chaise et s'assit. « Marché conclu, dit-elle. » L'atmosphère à la première table changea instantanément. Elle passa d'un spectacle public à une salle de guerre à enjeux élevés. Charles, tremblant, posa un verre en cristal devant Sonny et le remplit du même vin millésimé qu'elle servait. Il recula rapidement, comme s'il s'attendait à ce que le bâtiment explose. « C'est ridicule, Julian, » ricana Marcus Sterling en ajustant sa cravate. « Tu vas laisser une serveuse regarder des documents de fusion confidentielle ? Je m'en vais. »« Assieds-toi, Marcus, » dit Julian sans quitter Sonny des yeux. « Tu venais de te plaindre que l'affaire était ennuyeuse. Maintenant, elle est intéressante. » Il fit glisser une épaisse pile de papier sur la nappe vers Sonny. « La division logistique de Cancard Shipping. Marcus dit que la dette est toxique. Je dis que l'infrastructure vaut le risque. Qui a raison ?» Sonny ne toucha pas au vin. Elle tendit la main vers les documents. Ses mains, rugueuses à force de faire la vaisselle, tournèrent les pages de papier nets et coûteux. Ce que Julian et Sterling ignoraient, ce que personne à l'Obsidian ne savait, c'était que Sonny Vance n'avait pas toujours été serveuse. 5 ans auparavant, elle était une enfant prodige. Elle avait étudié à Wharton avec une bourse complète, se spécialisant en jury-comptabilité. Elle avait un don pour voir les modèles, pour voir les chiffres que les gens essayaient de cacher. Mais ensuite, son père était tombé malade. Les factures médicales s'étaient accumulées, l'assurance avait refusé de payer. Elle avait abandonné ses études pour faire 3 boulots et payer son traitement jusqu'au jour de sa mort. Elle n'était jamais retournée à l'école. Elle ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité et le chagrin avait enterré ses ambitions. Jusqu'à ce soir. Sonny parcourait les bilans, ses yeux filaient sur les colonnes, actifs, passifs, tableaux d'amortissement. Le silence régna à la table pendant 2 minutes. « Alors, dit Sterling d'un ton moqueur, la serveuse a besoin d'une calculatrice ?» Sonny leva les yeux, ignorant totalement Sterling. Elle se tourna vers Julian. « Il vous ment, dit-elle calmement. » Les sourcils de Julian se levèrent. « À propos de la dette ? Non, la dette est réelle. Elle est les mêmes pire que ce qui est indiqué dans le résumé, dit Sonny en tournant à la page 42. Mais c'est une diversion. Une diversion ? Julian se pencha en avant. Regardez ici. Sonny pointa une note de bas de page dans la section inventaire.
Il évalue les conteneurs d'expédition et la flotte à la valeur actuelle du marché. Mais Kankate possède un contrat obsolète avec le port de Rotterdam, mentionné dans cette annexe ici. Ce contrat expire dans 3 mois. Elle tapota le papier. Sans ce contrat, la flotte ne peut pas accoster en Europe sans payer un tarif qui est 40% plus élevé que la norme de l'industrie. La valorisation de cette entreprise chutera de moitié au moment où vous signerez les papiers. Sterling n'essaie pas de vous sauver d'une erreur, il essaie de vous vendre une bombe avant qu'elle n'explose. Julian se figea. Il lui arracha le papier, lisant les petits caractères qu'elle avait indiqués. Ses yeux se plissèrent. Il fit des calculs mentaux et regarda Marcus Sterling. Sterling avait pâli. Il tendit la main vers son verre d'eau, sa main tremblant légèrement. « Est-ce vrai, Marcus ?» demanda Julian. Sa voix était effrayante de calme. « C'est une clause standard, Julian. Nous allions renégocier ce foutu accord de Rotterdam, bégaya Sterling. « Tu essayais de me refiler ça, dit Julian, réalisant l'ampleur du piège. Tu allais me laisser acheter Kankate, laisser le contrat expirer, puis regarder mes actions s'effondrer pour pouvoir acheter mon entreprise pour une bouchée de pain. » Sterling se leva brusquement. « Je ne suis pas obligé d'écouter ça, c'est de la folie. Accepter des conseils financiers d'une gamine qui débarrasse les tables. Cette gamine vient de me sauver d'une perte de 300 millions de dollars, dit froidement Julian. Dégage, Marcus, l'affaire est morte, et demain, je miserai sur la baisse de tes actions. Sterling regarda Sonny avec une haine pure. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, petite peste. Tu t'es fait des ennemis que tu ne peux pas te permettre. Il sortit du restaurant en trombe. Julian le regarda partir, puis se tourna lentement vers Sonny. La colère avait disparu de son visage, remplacée par une expression de curiosité intense. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste, sortit un carnet de chèques et ôta le capuchon d'un stylo plume. Il écrivit rapidement, déchira le chèque et le fit glisser sur la table. Sonny le regarda. Ce n'était pas un chèque de 10 000 $, c'était un chèque de 50 000 $. « Je tiens parole, dit Julian, c'est pour le conseil et la chemise. » Sonny regarda le chèque. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait gagné en 2 ans. Cela pouvait effacer toutes ses dettes. Cela pouvait changer sa vie. Elle regarda Julian. « Je ne peux pas prendre ça. »« Pourquoi pas ? Vous l'avez mérité. »« Parce que je ne l'ai pas fait pour l'argent, » dit Sonny en repoussant le chèque. « Je l'ai fait parce que je déteste les brutes. Et Sterling est une brute. » Elle se leva, lissant son tablier. « Je dois retourner au travail, monsieur Thorne. Ma vacation n'est pas encore terminée. » Elle se tourna pour partir. « Attendez, dit Julian. » Sonny s'arrêta. Julian se leva. Il était grand, 1,88 m. Et pour la première fois de la soirée, il ne ressemblait pas à un tyran. Il ressemblait à un homme qui avait enfin trouvé quelque chose d'intéressant dans un monde ennuyeux. « Vous vous gâchez ici, dit-il. Vous avez un esprit fait pour la comptabilité judiciaire. Pourquoi servez-vous des pâtes ?»« C'est la vie, répondit brièvement Sonny. « Venez travailler pour moi, dit Julian. » Sonny eut un rire sec et sans joie. « En tant que quoi ? Votre gestionnaire d'humeur personnelle ? » « Non, merci. En tant qu'analyste junior, dit Julian. Thorne Capital. Nous commençons à 120 000 $ par an plus les bonus. Vous commencez lundi. » Le cœur de Sonny battait contre ses côtes. C'était le rêve auquel elle avait renoncé. Mais elle regarda Julian, l'homme qui avait crié sur elle 10 minutes plus tôt. « Je ne travaille pas pour des gens qui crient sur leurs employés, dit-elle. « Je ne crierai pas sur vous, dit Julian. Le sourire en coin revint. « J'ai le sentiment que vous êtes la seule personne à New York qui crierait en retour. » Il posa sa carte de visite sur la table, à côté du chèque rejeté. « Lundi matin, 8h. Ne soyez pas en retard. » Julian Thorne jeta une liasse de billets sur la table pour régler l'addition, attrapa son manteau et sortit sous la pluie, laissant Sonny debout là. La carte de visite scintillait sous la lumière du lustre. Sonny ne dormit pas ce week-end-là. Elle passa le samedi et le dimanche à regarder la carte de visite. Thorne Capital. C'était la firme la plus agressive et impitoyable de la ville. Travailler là-bas, c'était comme entrer volontairement dans la cage au lion. Mais ensuite, elle regarda son appartement, la tache d'eau au plafond, le réfrigérateur vide, l'avis de recouvrement pour les factures médicales de son défunt père. Elle devait le faire. Le lundi matin, Sonny Van Ness sortit du métro à Wall Street. Elle n'était pas en uniforme, elle portait son seul bon costume, un blazer bleu marine qu'elle avait acheté pour des entretiens il y a des années, et une paire de talons qu'elle avait cirés jusqu'à ce qu'ils brillent. Le bâtiment de Thorne Capital était un monolithe de verre perçant le ciel. Lorsqu'elle arriva à la réception au 40e étage, la réceptionniste, une femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés, la regarda de haut. « Je peux vous aider ? » « Je suis ici pour voir monsieur Thorne. Je suis la nouvelle analyste. » La réceptionniste haussa un sourcil. « Votre nom ? » « Sonny Vaines. »
La réceptionniste tapa quelque chose sur l'ordinateur. Elle s'arrêta. Son expression passa du mépris à la confusion. « Monsieur Thorne vous a inscrite sur son agenda personnel. Allez tout droit. Les doubles portes au fond du couloir. » Sonny traversa le couloir. C'était une ruche en activité. Des hommes et des femmes en costumes coûteux criant dans des téléphones, regardèrent des installations à 6 écrans et bougeaient avec une énergie fiévreuse. Elle atteignit les doubles portes et frappa. « Entrez !» Elle poussa les portes. Le bureau de Julian était plus grand que tout son appartement. Il offrait une vue panoramique sur la rivière Hudson. Julian se tenait près de la fenêtre parlant au téléphone. « Je me fiche de ce que dit la commission des titres et des échanges, SEC. Réglez ça, dit-il avant de raccrocher et de se tourner vers Sonny. Il semblait différent à la lumière du jour. Moins énigmatique, mais tout aussi intense. Il la toisa de la tête aux pieds. « Tu es venu, dit-il. J'ai besoin d'argent, admit honnêtement Sonny. L'honnêteté ? Bien c'est rare ici. » Julian se dirigea vers son bureau en chêne massif. « Voici ta première mission. » Il jeta un épais dossier sur le bureau. « C'est le dossier de fusion pour Sterling Industries. L'homme que tu as rencontré au dîner, Marcus Sterling ?» Sonny fit un pas en avant. « Je croyais que cet accord avait échoué. »« L'accord Kankate a échoué, » dit Julian. Ses yeux brillèrent. « Mais tu as humilié Sterling devant moi. Il est en colère. Il est imprudent. Quand des hommes comme Sterling sont en colère, ils commettent des erreurs. Je veux acquérir sa société. Une OPA hostile. » Sonny sentit un frisson. « Tu veux que je t'aide à détruire l'homme que j'ai insulté ? » « Je veux que tu trouves les squelettes dans son placard, corrigea Julian. Tu as trouvé les clauses de Rotterdam en 2 minutes. Je veux savoir ce qu'il cache d'autre. Tu as 48 heures. Et si je ne trouve rien, alors tu retourneras à l'Obsidian verser de l'eau dans des verres. C'était un test brutal. Sonny prit le dossier. « Où est mon bureau ?» Julian désigna un petit box en verre juste à côté de la porte de son bureau. « Là-bas où je peux te voir. » Les 2 jours suivants, Sonny vécut dans ce box. Elle but l'horrible café du bureau et mangea des crackers du distributeur. Elle s'immergea dans les documents financiers de Sterling Industries. Au début, tout semblait parfait. Sterling était prudent. Mais Sonny se souvint du schéma du restaurant. Il cachait des choses dans les notes de bas de page, dans les détails ennuyeux que personne ne vérifiait. Tard mardi soir, le bureau était vide, à l'exception des agents d'entretien et de Julian qui étaient toujours dans son bureau. Les yeux de Sonny brûlaient. Elle était sur le point d'abandonner quand elle le vit. Un paiement régulier à une société écran aux îles Caïmans. C'était petit, insignifiant, mais le nom de la société, AirCorp, correspondait à un fournisseur mentionné dans un rapport d'impact environnemental datant de 3 ans. Elle compara les dates. Chaque fois que AirCorp recevait un paiement, il y avait une baisse des dépenses de Sterling pour l'élimination des déchets. Elle sortit les données satellites de l'une des usines chimiques de Sterling dans le New Jersey et halta. Sonny attrapa les papiers et, sans frapper, courut dans le bureau de Julian. Julian dormait sur son canapé en cuir, un bras sur les yeux. Il s'assit instantanément quand elle fit irruption. « Quoi » demanda-t-il d'une voix rauque de sommeil. « J'ai trouvé » dit Sonny, à bout de souffle. Elle jeta le dossier sur la table basse. « Sterling ne fait pas que truquer la comptabilité, il empoisonne l'eau. » Julian se frotta le visage et regarda les données qu'elle présentait. « Explique. Il contourne les règles d'élimination des déchets en soudoyant une société écran pour déverser des effluents chimiques dans des zones humides protégées. C'est un déversement illégal à grande échelle. Si cela sort, ses actions ne vont pas seulement chuter, il ira en prison fédérale. » Julian regarda les papiers, puis regarda Sonny. L'air dans la pièce se chargea d'électricité. « Tu es sûr ? » ?»« À 100%. » Julian se leva et s'approcha d'elle. Il était prêt, trop près. Sonny pouvait sentir l'odeur du café et du cèdre coûteux. « Tu viens de me donner une arme chargée, Sonny. »« Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda-t-elle. « Je vais le tuer, » murmura Julian, métaphoriquement. Il tendit la main et, pendant une seconde, Sonny pensa qu'il allait toucher son visage. Sa main s'arrêta près de son épaule. « Rentre chez toi, Sonny, dors. Demain, nous partons en guerre. » Sonny hocha la tête et se tourna vers la sortie. « Sonny ?» Elle s'arrêta à la porte. « Tu n'es plus une serveuse, » dit doucement Julian. Sonny sourit. « Pour de vrai cette fois. »« Bonne nuit, patron. » Elle sortit du bâtiment, se sentant invincible, mais ignorant qu'elle était observée. De l'autre côté de la rue, dans une berline noire aux vitres teintées, Marcus Sterling regardait Sonny Vance sortir du bâtiment de Thorne Capital. Il tenait un téléphone à l'oreille. « C'est elle, » dit Sterling, sa voix suintait le venin. « La fille du restaurant. Maintenant, elle travaille pour lui. C'est elle qui fouille. » Une voix grésilla à l'autre bout. « Que voulez-vous que nous fassions ?»
Sterling regarda Sonny disparaître dans la station de métro. « Je veux qu'elle ait peur, dit Sterling. Je veux qu'elle regrette d'avoir appris à lire. Brisez-la. Et si ça ne marche pas, éliminez-la. » L'intimidation commença subtilement. D'abord, ce furent des appels téléphoniques silencieux au milieu de la nuit. Puis Sonny remarqua une berline grise qui la suivait le matin. Mais Sonny Vaness avait passé des années à esquiver les agents de recouvrement et à s'orienter dans des quartiers difficiles. Elle n'était pas facile à effrayer. Elle ne levait pas la tête, concentrée sur la constitution du dossier contre Marcus Sterling. 3 jours après avoir découvert le rapport environnemental, Sonny retourna à son appartement dans le Queens à 23h. Elle était épuisée. Les ampoules du couloir ne fonctionnaient toujours pas. Elle ouvrit la porte et se figea. Son appartement avait été saccagé. Les coussins du canapé étaient lacérés, plusieurs livres déchirés, les tiroirs vidés sur le sol. Et sur le mur, un message avait été tagué à la bombe en lettres rouges irrégulières, directement par-dessus la table dressée. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Ce n'était pas un cambriolage. Rien de valeur, ni son ordinateur portable, ni sa petite télévision, n'avait été volé. C'était un message. Soudain, elle entendit le crissement lourd de bottes sur du verre brisé derrière elle. Sonny se retourna. 2 hommes en veste sombre se tenaient dans l'encadrement de la porte, bloquant la sortie. Ils portaient l'un des cagoules. « Tu es une fille intelligente », grogna le plus grand en entrant dans la petite pièce. Il tenait une matraque télescopique. « Monsieur Sterling pense que tu as besoin d'une leçon sur la vie privée. » Sonny recula jusqu'à ce que ses jambes heurtent la table basse renversée. Elle scanna la pièce à la recherche d'une arme. Une lampe, un éclat de verre, n'importe quoi. « Sortez », prévint-elle d'une voix tremblante mais forte. « J'ai déjà envoyé les fichiers sur le cloud. Me faire du mal n'arrêtera rien. » « Peut-être pas, ricana l'homme en levant sa matraque, mais cela te fera réfléchir à 2 fois avant de les envoyer à la presse. » Il balança son bras. Sonny esquiva. La matraque fracassa une lampe à côté d'elle dans un bruit sourd. Elle cria, rampant en arrière et saisissant un lourd vase en céramique, juste au moment où l'homme levait le bras pour un second coup. Un craquement assourdissant remplit le couloir à l'extérieur. Le cadre de la porte éclata. Les 2 hommes se figèrent. Dans le couloir, flanqué de 3 gardes du corps massif, qui semblaient taillés dans le granit, se tenait Julian Thorne. Julian ne ressemblait pas à un PDG, il ressemblait à un prédateur. Il ne portait pas de veste, ses manches étaient retroussées et son visage était un masque de fureur froide et brute. « Je vous suggère de lâcher ça, » dit Julian. Sa voix était effrayante de calme. L'agresseur hésita. « T'es qui, bordel ?» Julian fit un signe de tête à son équipe de sécurité. La violence fut précise et terminée en 10 secondes. Le chef de la sécurité de Julian, un homme nommé Veronov, neutralisa les agresseurs avec une efficacité professionnelle. Ils se retrouvèrent au sol, ligotés avec des serflex et gémissant, avant même que Sonny n'ait eu le temps d'expirer. Julian enjamba les débris et se dirigea droit vers Sonny. Il ne regarda pas les agresseurs. Il ne regarda pas les graffitis. Il ne regardait qu'elle. « Tu es blessé ?» demanda-t-il en scrutant son visage. « Je vais bien, souffla Sonny. L'adrénaline quittait son corps, la laissant tremblante. « Comment as-tu su ?»« Tu es sous surveillance depuis mardi, » avoua Julian. « Ils m'ont alerté dès que ces hommes sont entrés dans le bâtiment. J'étais à 5 minutes d'ici. » Sonny le fixa. « Tu me suivais ?»« Je te protégeais, » corrigea sévèrement Julian. « Il y a une différence, et apparemment c'était nécessaire. » Il observa l'appartement dévasté. Il vit la pauvreté dans laquelle elle vivait, les meubles lacérés, la menace sur le mur. Sa mâchoire se serra jusqu'à ce qu'un muscle tressaille sur sa joue. « Fais ta valise, » ordonna Julian. « Quoi ? Fais ta valise, Sonny. Tu ne restes pas ici, ni ce soir, ni jamais. »« Je ne peux pas, c'est juste... »« Sonny, » dit Julian. Et pour la première fois, il prononça son nom avec une douceur qui stoppa ses protestations. Il tendit la main et épousseta délicatement un morceau de poussière de plâtre sur son épaule. « Tu t'es attaqué à un requin pour moi. Tu croyais que j'allais te laisser te faire dévorer ? Maintenant, tu es sous ma protection. » 10 minutes plus tard, Sonny était à l'arrière de la Maybach, blindée de Julian, filant vers Manhattan. Ils n'allèrent pas à l'hôtel, ils allèrent au penthouse de la tour 432 Park Avenue, le domicile de Julian. C'était un palais dans le ciel avec vue sur toute la ville. C'était austère, moderne et solitaire. « La chambre d'amis est au fond du couloir à droite, » dit Julian alors qu'ils entraient morts. Il se dirigea vers le bar et servit 2 verres forts. Il lui en tendit un. Sonny prit le verre. Ses mains tremblaient encore. « Merci. » Julian s'appuya contre l'îlot en marbre, l'observant. « Sterling a commis une erreur ce soir. »« Il essayait de me faire peur, » dit Sonny. « Non. » Julian secoua la tête. Ses yeux s'assombrirent.
Il en a fait une affaire personnelle. Les affaires sont les affaires. Je peux pardonner l'espionnage industriel. Je peux pardonner une insulte, mais personne ne touche à mes gens. Mes gens. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Sonny regarda le milliardaire. Il était prêt à déclencher une guerre pour elle. Le gala annuel du solstice d'hiver a lieu demain soir, dit soudainement Julian. Sterling y sera. Il reçoit le prix de l'homme de l'année pour ses œuvres caritatives. Sonny ricana. Caritative ? Cet homme empoisonne le New Jersey. Exactement. Julian sourit d'un sourire cruel et tranchant. Je n'avais pas l'intention d'y aller, mais maintenant je pense que nous devrions faire une apparition. Il regarda Sonny. Je veux que tu sois là avec moi. Julian, je suis serveuse. Je n'ai pas ma place à un gala. Tu es l'analyste la plus intelligente de ma firme, dit fermement Julian. Et demain, nous n'allons pas simplement faire arrêter Sterling, nous allons le détruire devant tous ceux qui l'essaient d'impressionner. Va dormir, Sonny. Demain, nous partons en chasse. La grande salle de bal de l'Hôtel Plaza était une mer de diamants, de smoking et de faux sourires. C'était la plus grande soirée du calendrier social de New York. Marcus Sterling se tenait au centre de la salle, tenant une coupe de champagne, se prélassant dans l'adoration de l'élite de la ville. Il se sentait invincible. Ces hommes avaient rapporté que la fille avait été traitée. Puis, les doubles portes s'ouvrirent à la volée. La salle devint silencieuse. Le brouhaha des conversations s'éteignit comme une flamme privée d'oxygène. Julian Thorne entra. Il portait un smoking noir qui lui allait comme une seconde peau. Mais personne ne regardait Julian. Tout le monde regardait la femme à son bras. Sonny Vance portait une longue robe en soie d'un rouge sang profond. Elle avait le dos nu, élégante et audacieuse. Ses cheveux étaient d'un relevé, dégageant son cou, et elle portait un collier de diamants que Julian avait sorti de son coffre personnel. Un bijou valant plus que toute la maison de Sterling. Elle ne ressemblait pas à une victime. Elle ressemblait à une reine. Sterling laissa tomber sa coupe de champagne. Elle se brisa, faisant écho au son du restaurant une semaine plus tôt. Julian guida Sonny à travers la foule. La foule s'écarta devant eux comme la mer Rouge. Ils marchèrent droit vers Sterling. « Marcus, dit agréablement Julian, félicitations pour le prix. » Le visage de Sterling était pâle. Ses yeux faisaient l'aller-retour entre Julian et Sonny. « Qu'est-ce que tu fais ici, Thorne ? Et avec la bonne ?» Sonny fit un pas en avant. À l'intérieur, elle était terrifiée, mais elle canalisa toute la colère qu'elle avait ressentie en voyant son appartement détruit. « Je ne suis pas la bonne ce soir, Marcus, » dit Sonny d'une voix inégale. « Je suis le bourreau. » Sterling rit nerveusement. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Lerner Corp » chuchota Sonny. Sterling tressaillit comme s'il avait été frappé. « Je suis au courant pour les comptes aux îles Caïmans, » continua-t-elle, s'approchant et ignorant les centaines de personnes qui les observaient. « Je suis au courant pour les zones humides. Je sais que tu as soudoyé l'inspecteur en 2023. »« Vous n'avez aucune preuve » siffla Sterling. La sueur perla sur son front. « Nous avons les virements bancaires » intervint Julian se plaçant à côté de Sonny. « Et nous avons l'enregistrement de la caméra embarquée des hommes que tu as envoyés à l'appartement de Sonny la nuit dernière. Ils ont été très bavards quand la police leur a proposé un accord de plaidoyer. » Sterling regarda autour de lui avec effroi. La salle observait. Il réalisa trop tard que ce n'était pas une visite de courtoisie. « Sécurité !» hurla Sterling. « Sortez ces gens d'ici. »« Je ne ferai pas ça. » Une voix grave résonna sur le côté. La foule bougea. Le procureur de district de New York, un homme sévère nommé Robert Holloway, émergea de derrière un groupe d'investisseurs. Il tenait un mandat. « Marcus Sterling, dit le procureur, vous êtes en état d'arrestation pour négligence environnementale, racket et complot en vue de commettre une agression. » La salle explosa de halètements. Les caméras crépitèrent aveuglément. Sterling paniqua. Il se jeta sur Sonny. « Espèce de petite sorcière, tu as tout gâché !» Il lui attrapa le bras. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau. Avant qu'il ne puisse la tirer, Julian bougea. Ce fut un mouvement flou. Julian saisit le poignet de Sterling, le tordit douloureusement et le poussa en arrière. Sterling trébucha sur ses propres pieds et tomba sur le tapis rouge en un tas informe. Julian ajusta ses manchettes, regardant son rival de haut. « Je te l'ai dit une fois, » dit Julian. Sa voix porta à travers la salle de bal silencieuse. « Elle est avec moi. Touche-la encore une fois, et tu n'arriveras pas jusqu'à la voiture de police. » Deux officiers relevèrent un Sterling et lui passèrent en un les menottes. Alors qu'on l'emmenait, hurlant des menaces, l'élite de New York tourna son regard vers Julian et Sonny. C'était une victoire totale. Plus tard cette nuit-là, sur le balcon du Plaza, loin des caméras, Julian et Sonny regardèrent la ville. « Tu as bien géré » dit Julian. « Nous avons bien géré » corrigea Sonny. Elle frissonnait dans l'air froid. Julian enleva son smoking et le drapa sur ses épaules. La chaleur, son odeur la submergèrent. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Sonny.
Sterling et c'est parti. Mon travail était terminé. Julian se tourna vers elle. Il regarda ses lèvres, puis ses yeux. Le travail n'est pas terminé, dit-il. Je fais l'acquisition de la société de Sterling. Ce sera un gâchis à nettoyer. J'ai besoin d'un directeur financier pour la nouvelle acquisition. Les yeux de Sonny s'écarquillèrent. Directeur financier ? Julian, je n'ai pas de diplôme. J'ai abandonné mes études. Je me fiche des diplômes, dit Julian avec tension. Ce qui m'importe, c'est le talent et la loyauté. Tu as les deux. Accepte le poste, Sonny. Sonny le regarda. Est-ce la seule raison pour laquelle tu veux que je reste ? Julian s'approcha. La tension qui montait entre eux depuis cette nuit au restaurant finit par éclater. Non, chuchota-t-il. Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux, c'était un baiser passionné, désespéré, d'un homme qui a enfin trouvé son égal. Sonny répondit au baiser, enroulant ses bras autour de son cou. La soie rouge de sa robe froufroutait contre sa chemise. Pendant un instant, tout était parfait. Mais ils avaient oublié une chose. Marcus Sterling était un homme avec des relations, et même menotté, il avait passé un dernier coup de fil. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Manhattan, peignant l'horizon en or. Mais pour Sonny Vance, le monde était sur le point de devenir noir d'encre. Les gros titres étaient explosifs. Un milliardaire arrêté au gala. La ville bourdonnait des nouvelles de la chute de Marcus Sterling. Sonny était assise dans son nouveau bureau chez Thorne Capital. C'était un bureau d'angle avec des vitres du sol au plafond. Elle prit une gorgée de café, regardant la ville où elle avait enfin l'impression d'avoir trouvé sa place. Pour la première fois de sa vie, elle ne s'inquiétait pas du loyer. Elle ne s'inquiétait pas du prix des courses, elle se sentait en sécurité. Cette sécurité dura exactement 10 minutes de plus. À 9h15, les doubles portes de la salle des marchés s'ouvrirent avec une telle force que la moitié des analystes sursautèrent sur leur siège. « FBI, éloignez-vous des claviers, personne ne bouge !» Une douzaine d'agents en coupe-vent déferlèrent dans la salle. C'était le chaos. Les téléphones furent lâchés, les traders se figèrent. Sonny se leva, confuse. Son cœur bondit dans sa gorge. Elle se dirigea vers sa porte en verre, mais avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, 3 agents étaient là. « Sonny Vance ?» aboya l'agent principal. C'était un homme large d'épaules avec des yeux comme du silex. « Oui, balbutia Sonny en reculant. Vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, fraude électronique et délit d'initié. » Ces mots la frappèrent comme des coups physiques. « Quoi ? Non, c'est de la folie. Vous vous trompez de personne. » « Retournez-vous et mettez les mains dans le dos, commanda l'agent, sortant une paire de lourdes menottes en acier. « Julian !» cria Sonny, regardant vers le bureau du PDG. « Julian, aidez-moi !» Julian Thorne sortit précipitamment de son bureau. Il était impeccable dans un costume gris anthracite, mais son visage était rempli de choc. Il se précipita vers la scène. « Qu'est-ce que tout cela signifie, bon sang ?» exigea Julian. Sa voix tonnait au-dessus du silence effrayé de la salle des marchés. « Vous ne pouvez pas faire irruption dans ma firme comme ça. » « Reculez, monsieur Thorne, prévint l'agent principal en montrant son badge. C'est un mandat fédéral. Nous avons reçu un tuyau anonyme et un déversement de données à 4h du matin. Il semble que votre analyste vedette, ici présente, a été bien occupée. » L'agent fourra une tablette dans les mains de Julian. Elle a vendu à découvert les actions de Sterling en utilisant un compte écran enregistré aux îles Caïmans au nom de son défunt père, expliqua l'agent assez fort pour que tout le bureau puisse entendre. En utilisant des informations confidentielles qu'elle a volées sur vos serveurs. Il y a 2 millions de dollars sur ce compte, monsieur Thorne. De l'argent qu'elle a gagné en pariant contre l'entreprise que vous analysiez. Sonny sentit le sang quitter son visage. C'est un mensonge. Je n'ai jamais ouvert de compte. C'est impossible. Elle regarda Julian espérant désespérément qu'il rirait, qu'il appellerait ses avocats, qu'il mettrait ses gens dehors. Julian fixa la tablette. Il fit défiler les données. Il vit les virements bancaires. Il vit le nom de Sonny, il vit l'eurodatage. C'était un coup monté parfait et hermétique. Marcus Sterling avait un plan main morte, un plan d'urgence pour détruire Sonny s'il venait à tomber. Pendant 10 secondes terrifiantes et atroces, Julian ne parla pas. Il regarda simplement l'écran. Puis il leva les yeux. Son visage était méconnaissable. La chaleur, la passion, le partenariat qu'ils avaient partagé la nuit dernière, tout avait disparu, remplacé par le masque froid et impitoyable du PDG milliardaire. « Est-ce vrai ?» demanda Julian. Sa voix était dénuée d'émotion. « Non, Julian, vous me connaissez. Vous savez que je ne ferai pas... » « Les données disent le contraire, l'interrompit Julian, la coupant froidement. Il rendit la tablette à l'agent. Il ajusta sa cravate, regardant Sonny comme si elle était une étrangère, comme si elle était une tache sur son tapis. « Emmenez-la. » La salle haleta. Sonny sentit ses genoux se dérober. « Julian !» chuchota-t-elle, la voix tremblante.
Si elle a volé la firme, elle en paiera le prix, annonça Julian en se tournant pour s'adresser à ses employés qui le fixaient. J'ai une tolérance zéro pour la trahison. Sortez-la de mon bâtiment. Et la sécurité, effacez ses codes d'accès immédiatement. Julian, s'il vous plaît, cria Sonny alors que les agents lui saisissaient pour les bras. L'acier froid des menottes claqua sur ses poignets, s'enfonçant dans sa peau. Julian lui tourna le dos. Il entra dans son bureau et claqua la porte. Il ferma les stores. On traîna Sonny à travers le bureau. Elle voyait les visages des gens avec qui elle travaillait, le réceptionniste qui s'était moqué d'elle, les traders qui la jalousaient. Tous regardèrent avec une curiosité morbide. « Je savais que c'était une escroc », chuchota quelqu'un. « Serveuse un jour, serveuse toujours », dit un autre d'un ton moqueur. Le chemin vers l'ascenseur ressemblait à une marche funèbre. On poussa Sonny sur la banquette arrière d'une voiture de police devant le bâtiment. Les gyrophares l'aveuglaient, tandis que les paparazzi, alertés par les gens de Sterling, prenaient trop des photos de son visage baigné de larmes. Elle avait tout perdu. Sa réputation, sa liberté et l'homme qui, pensait-elle, l'aimait. La cellule de détention provisoire était une boîte en béton qui sentait l'eau de Javel et la vieille sueur. Sonny resta assise sur le banc en métal pendant 6 heures. Son beau tailleur était froissé, son mascara avait coulé. Elle tremblait mais ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle repassait le moment dans le bureau encore et encore. Il lui avait tourné le dos, il n'avait même pas demandé d'explication. Il avait juste vu les chiffres et l'avait rejeté. Elle pensait à son père, à la façon dont il était mort endetté. Elle avait tellement essayé d'échapper à cette vie, et maintenant elle partait en prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis, piégée par un milliardaire et abandonnée par un autre. « Tu es stupide, Sonny », se chuchota-t-elle à elle-même, serrant ses genoux. « Tu as été tellement stupide de penser que tu appartenais à leur monde. » La lourde porte en métal s'ouvrit dans un bruit de ferraille. « Vance », grogna un garde. « Votre avocat est là. » Sonny ne leva pas les yeux. « Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Je veux un commis d'office. » « C'est déjà payé. Avancez. » Sonny se leva. Ses jambes étaient engourdies. On la conduisit dans le couloir jusqu'à une salle d'interrogatoire insonorisée. Elle entra. La porte cliqua, se fermant et se verrouillant derrière elle. Assis à la table en métal, ce n'était pas un avocat. C'était Julian. Sonny se figea. Une vague de rage pure et incandescente la submergea, noyant la tristesse. Julian se leva. Il avait l'air fatigué. Il mit la main dans sa poche et sortit un appareil noir et lisse, un brouilleur de signal. Il le posa sur la table et l'alluma. Puis, il enleva sa veste et la jeta sur la caméra de sécurité dans le coin. Sonny l'observait, tremblant de rage. « Vous avez 5 secondes pour expliquer pourquoi je ne devrais pas crier et appeler le garde, » siffla Sonny. Sa voix tremblait. « Vous êtes un traître. Vous les avez laissés me traîner dehors comme un animal. »« Je le devais, » dit rapidement Julian. Sa voix était basse et insistante. Il fit un pas vers elle. Ses mains étaient levées, en signe de reddition. « Sonny, écoutez-moi. Les avocats de Sterling ont organisé ça parfaitement. C'était un piège pour nous deux. » « Un piège ? Vous aviez l'air plutôt en sécurité dans votre bureau pendant qu'on me passait les menottes ? » « Réfléchissez, Sonny, » implora Julian. « Si je vous avais défendu sur ce parquet, le FBI m'aurait qualifié de co-conspirateur. Ils auraient gelé les actifs de capital, ils auraient saisi mes comptes. J'aurais été impuissant pour vous aider. »« Donc vous m'avez sacrifié pour sauver votre argent ?» cracha Sonny. Les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux. « C'est ça, de la protection d'actifs ? » ?»« Non. » Julian s'approcha, ignorant sa colère. « J'ai sacrifié ma réputation pour vous sauver. Je devais avoir l'air d'être la victime pour pouvoir rester libre et agir de l'extérieur. » Il sortit une feuille de papier pliée de sa poche et la claqua sur la table. « Le directeur informatique de Sterling m'a appelé il y a 1 heure. Il a vu les infos. Il a vu comment je vous ai viré. Il a vu comment je vous ai tourné le dos. Il a marché dans la combine, Sonny. Il pense que je vous hais. Il pense que je suis maintenant de son côté. » Sonny regarda le papier. C'était l'impression d'une chaîne de messages texte. Directeur E.T. On dirait que la firme vous a piégé, Thorne. J'ai la clé de décryptage des vrais journaux du serveur. Je peux prouver que Sterling a organisé le virement. Ça vous coûtera 5 millions. Sonny leva les yeux. Son souffle se coupa. Il a les preuves ? Oui. Et je le rencontre dans 30 minutes pour les acheter, dit Julian. Je vais blanchir votre nom, Sonny. Je le jure. Sonny scrutait ses yeux. Les yeux gris qui avaient semblé si froids ce matin brûlaient maintenant d'intensité et de peur. La peur de la perdre. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» chuchota-t-elle. « Je ne pouvais pas risquer que votre réaction soit fausse, » avoua doucement Julian. « Le FBI surveillait chaque muscle de votre visage. Si vous n'aviez pas eu l'air sincèrement dévasté, ils auraient soupçonné une collusion.
J'ai dû vous briser le cœur pour vous sauver la vie. Je me déteste pour ça. » Il tendit la main et prit ses mains froides. « Mais nous n'avons pas fini, » dit Julian. Sa voix se durcit. « Le garde à l'extérieur est payé par mois pour 5 minutes, mais les micros dans le couloir fonctionnent. Nous devons vendre ça. Nous devons leur faire croire que cette relation est morte. » Il serra fort ses mains. « J'ai besoin que vous me criez dessus, Sonny. J'ai besoin que vous disiez tout ce que vous avez toujours voulu dire à un homme comme moi. Faites-leur croire. » Sonny hocha lentement la tête, comprenant les enjeux. Elle canalisa toute la peur, l'humiliation, l'épuisement des dernières 24 heures. Elle prit une profonde inspiration. Elle arracha brusquement ses mains des siennes. « Vous êtes un salaud » hurla Sonny. Le son était brut et perçant. Il résonna contre les murs de béton. « Je vous ai tout donné. J'ai sauvé votre entreprise et vous m'avez jeté en pâture au loup. » Julian recula, élevant la voix, pour égaler son cri. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour la firme. Vous êtes un boulet, Sonny. »« Je suis un être humain » hurla Sonny, saisissant une chaise en plastique et la jetant contre le mur. Le fracas fut assourdissant. « Sortez, je ne veux plus jamais vous voir. »« J'espère que vous perdrez chaque centime. Vous êtes fini dans cette ville, Vance » cria Julian en réponse. Il alla à la porte et frappa du poing dessus. « Garde, sortez-moi de là. Elle est folle. » La serrure tourna. La lourde porte s'ouvrit à la volée. Le garde effrayé regarda à l'intérieur. Julian attrapa sa veste sur la caméra et son brouilleur sur la table. Il passa devant le garde comme une tempête, ajustant sa cravate, l'air furieux. Il ne regarda pas Sonny en arrière, mais alors qu'il passait le pas de la porte, caché de la vue du garde par son propre corps, il laissa tomber sa main et tapota sa jambe avec ses doigts 3 fois. « Je t'aime. » La porte claqua, laissant Sonny seule dans le silence. Mais cette fois, elle ne pleura pas. Elle s'assit sur le banc en métal, essuya son visage et attendit. La serveuse avait fini de servir. Il était temps de régler l'addition. Pendant 48 heures, Sonny Vance resta assise dans cette cellule. Elle ne dormit pas. Elle toucha à peine à la nourriture. Elle repassait simplement en boucle les 3 tapotements de Julian sur sa jambe. « Je t'aime. » C'était une bouée de sauvetage. Mais alors que les heures s'étiraient, le doute commença à s'insinuer comme de la moisissure noire. Et si c'était juste un geste? Et si le directeur informatique ne venait pas? Et si Julian décidait que 5 millions de dollars, c'était trop cher pour une serveuse? Le matin du 3e jour, la lourde porte en acier bourdonna bruyamment. Sonny se leva, lissant sa jupe froissée. Elle s'attendait à voir un garde avec un plateau de bouillie. Au lieu de cela, la porte s'ouvrit, révélant Robert Holloway, le procureur de district de New York, l'homme même qui avait arrêté Sterling au gala. Derrière lui se tenait l'agent principal du FBI qui lui avait passé les menottes, l'air étrangement embarrassé. « Mademoiselle Vance, » dit le procureur. Sa voix résonna dans la petite pièce en béton. « S'il vous plaît, venez avec nous. »« On me transfère à Rickers ?» demanda Sonny. Sa voix était rauque. « Non, » dit le procureur en s'écartant. « Vous êtes libéré. Toutes les charges sont abandonnées définitivement. » Sonny cligna des yeux. Les néons brûlaient en ses yeux fatigués. « Quoi ? » « Nous avons reçu de nouvelles preuves ce matin, » marmonna l'agent du FBI, évitant le contact visuel. « Les journaux de serveurs cryptés de Sterling Industries. Ils prouvent de manière concluante que le compte aux îles Caïmans a été ouvert depuis l'adresse IP personnelle de Marcus Sterling. Les ordres de virement étaient falsifiés. Vous avez été victime d'un vol d'identité de haut niveau. » Sonny expira un air qu'elle avait l'impression de retenir depuis 3 jours. Ses genoux tremblèrent, mais elle refusa de tomber. « Vous êtes libre, mademoiselle Vance. Nous avons une voiture qui attend pour vous ramener chez vous. » Sonny sortit du poste. L'air extérieur était épais de pluie. Le ciel gris reflétait son épuisement. Elle descendit les marches, s'attendant à une voiture de police. Au lieu de cela, la familière Maybach noire et lisse attendait au ralenti près du trottoir. La porte arrière s'ouvrit. Sonny n'hésita pas. Elle regarda l'intérieur sombre. Puis, elle prit son courage à 2 mains et se glissa à l'intérieur. Julian était là. Il avait l'air terrible. Sa cravate était dénouée, ses yeux étaient injectés de sang, et il avait une ombre de barbe sur sa mâchoire habituellement rasée de près. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis 1 semaine. Dès que la porte se referma, les scellant dans le luxe silencieux de la voiture, Julian se tourna vers elle. Il ne dit pas un mot, il tendit simplement la main. Sa main tremblait légèrement, et il toucha sa joue. « Je suis désolé, croassa-t-il. Je suis tellement désolé. » Sonny le regarda. Elle vit le prix que cela lui avait coûté. « Vous l'avez eu ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai acheté le disque, hocha Julian. Ça m'a coûté 5 millions. Je l'ai apporté moi-même au QG du FBI à 6 heures du matin.
Je leur ai dit que s'ils ne vous libéraient pas avant midi, je poursuivrais le ministère de la Justice pour emprisonnement illégal et que je ruinerais tout le bureau. » Sonny laissa échapper un petit rire sec. « Vous avez menacé le FBI ?» « J'étais à bout de patience, dit Julian. Il renversa la tête sur le siège en cuir, fermant les yeux un instant. C'était les 3 jours les plus longs de ma vie. Pensez à vous dans cette cellule, pensez au fait que je vous y avais mise. Vous m'avez sorti, dit Sonny. Elle tendit la main et prit la sienne. Elle était froide. Vous avez tenu parole. Où voulez-vous aller ? Demanda Julian en ouvrant les yeux. À la maison, à l'hôtel, n'importe où vous voulez. Sonny regarda par la fenêtre la ville qui défilait. Elle vit les restaurants, les bureaux, les gens se dépêchant d'aller travailler. Elle n'était plus la même personne que celle qui était entrée dans cette cellule. Elle était maintenant plus dure, plus forte. « Emmenez-moi là où tout a commencé, » dit Sonny. Julian regarda le chauffeur. L'Obsidian. Le restaurant était fermé pour un événement privé, mais les lumières étaient tamisées, jetant une lueur dorée et chaude sur les tables en acajou. Dehors, la tempête faisait rage, battant contre la vitre, mais à l'intérieur c'était calme. Charles, le maître d'hôtel, qui avait un jour essayé de la virer, attendait à la porte. Quand il vit Sonny, il ne se moqua pas. Il s'inclina bas. Un respect sincère était dans ses yeux. « Mademoiselle Vance, dit doucement Charles, Monsieur Thorne, votre tablesse est prête. » Il les conduisit à la table numéro 1, la table même où Julian lui avait crié dessus, la table même où elle avait renversé le vin. Ils s'assirent. Charles servit une bouteille de Pétrus, 1982, un vin valant plus qu'une voiture, et s'évanouit dans l'ombre. Pendant un long moment, ils burent simplement le vin et écoutèrent la pluie. « Alors, dit Sonny, brisant le silence, Sterling a disparu. Son entreprise est en ruine. La fusion, le désordre. Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Julian mit la main dans la poche intérieure de sa veste. Cette fois, il ne sortit pas de chéquier. Il sortit un épais document relié en cuir. Il le fit glisser sur la table. « Le conseil d'administration s'est réuni ce matin, dit Julian. L'acquisition de Sterling Consolidated a lieu, mais l'image est un cauchemar. Les actionnaires sont terrifiés. Ils ont besoin d'un nouveau récit. Ils ont besoin d'un leader qui ne fait pas partie de la vieille garde, quelqu'un qui a combattu la corruption et gagné. » Sonny regarda le document. Ce n'était pas un accord à l'amiable, c'était un contrat de travail. Titre, PDG, directrice générale. Organisation, Sterling Consolidated Logistics, filiale de Thorne Capital. Salaire de base, 2 500 000 $ plus option sur action. Sonny fixa les chiffres. Elle leva les yeux vers Julian, la bouche légèrement entr'ouverte. « Tu veux que je dirige l'entreprise ?» chuchota-t-elle. « Julian, j'ai 23 ans. J'étais serveuse il y a 2 semaines. Tu es la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée, » dit Julian avec intensité, se penchant en avant. « Tu as découvert la fraude quand toute mon équipe l'avait manqué. Tu as tenu tête à Sterling, tu m'as tenu tête. Tu as survécu à la prison et tu es sorti en demandant « et ensuite ?» Il fit une pause. Sa voix s'adoucit. « Je n'ai pas besoin d'une subordonnée, Sonny. J'ai des milliers d'employés qui me disent ce que je veux entendre. Je n'en ai pas besoin de plus. J'ai besoin d'une partenaire. J'ai besoin de quelqu'un qui me regardera dans les yeux et me dira quand j'ai tort. J'ai besoin de toi. » Sonny passa ses doigts sur les lettres en relief du contrat. PDG. C'était un poste dont elle n'avait jamais osé rêver, même avant la mort de son père. C'était le pouvoir, c'était la sécurité, c'était une chance de changer l'industrie pour que les gens comme son père ne soient pas écrasés par le système. Elle regarda Julian. Elle voyait l'homme qui lui avait crié dessus, l'homme qui l'avait protégé, l'homme qui l'avait trahi pour la sauver. Elle prit le lourd stylo-plume posé sur la table. Elle approcha le stylo de la ligne de signature, puis s'arrêta. Elle leva les yeux vers lui avec une lueur aiguë et dangereuse dans les yeux. « J'ai une condition, dit Sonny. » Julian ne cligna pas des yeux. « Nomme-la. Doubler le salaire ? Un siège au conseil d'administration principal ? Le tien. »« Non, dit calmement Sonny. Ma condition est personnelle. » Elle se pencha en avant, reproduisant la posture qu'elle avait adoptée cette première nuit. « Tu es mon partenaire, tu es mon égal, mais si jamais tu cries encore sur moi, si jamais tu me manques de respect publiquement ou en privé, je ne vais pas simplement démissionner. Je prendrai cette entreprise, je prendrai tes clients et j'enterrerai Thorne Capital si profondément que les archéologues ne le trouveront pas. » Le silence s'étira un instant. Puis, lentement, un sourire s'étala sur le visage de Julian Thorne. Ce n'était pas le sourire arrogant du milliardaire. C'était le regard d'un homme qui a enfin trouvé ce que l'argent ne peut pas acheter. « Je n'en attendais pas moins, » chuchota Julian. Il tendit la main à travers la table et couvrit la sienne. Marché conclu. Sonny signa le papier d'un grand trait.
L'encre s'imprégna dans la page, scellant son destin. Sunny Vance, la serveuse du Queens, avait disparu. À sa place siégeait la PDG d'un empire de plusieurs milliards. Julian se leva et lui tendit la main. Sunny la prit, se levant dans son tailleur froissé, se sentant comme si elle portait une armure. Il la tira plus près, la prenant par la taille, enfouissant son visage dans son cou. « Rentrons à la maison, PDG Vance, murmura-t-il contre sa peau. « Rentrons à la maison, monsieur Thorne, répondit-elle. Ils sortirent de l'Obsidian main dans la main, entrant dans la nuit new-yorkaise. La pluie avait cessé, les nuages s'étaient dissipés, et pour la première fois depuis des semaines, les étoiles étaient visibles au-dessus de la ville, brillantes, nettes et sans limite. Quel voyage, du vin renversé sur un milliardaire à la signature d'un contrat de plusieurs millions en tant que PDG. Sunny Vance a prouvé que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la ténacité avec laquelle on se bat pour se relever. Elle a transformé sa plus grande humiliation en sa plus grande victoire. Et, au passage, elle a apprivoisé le loup le plus dangereux de Wall Street. Cette histoire est un rappel qu'il ne faut jamais laisser personne définir votre valeur par votre poste. Marcus Sterling pensait qu'il pouvait l'écraser parce qu'elle n'était qu'une serveuse, mais il a oublié que les diamants se créent sous la pression. Et Julian, il a enfin compris qu'un vrai couple de pouvoir se construit sur le respect, la confiance et, peut-être, une petite dose de peur. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de romance et de justice, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Cela aide vraiment l'algorithme à montrer ces histoires à plus de gens. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. J'ai une histoire folle qui sortira ensuite sur une nounou qui découvre que son patron est un roi secret. Si vous étiez Sunny, auriez-vous pardonné à Julian pour la fausse arrestation ou auriez-vous accepté le travail pour ensuite le virer ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.